Donc, l'enregistrement a démarré, tout va bien. Je passe en plein écran. C'est bon pour vous hein, au niveau du plein écran? Vous pouvez juste réactiver pour me dire si je peux commencer, si c'est bon pour vous? Oui, très bien. Merci. Merci. Ok, très bien. Bon, ben, écoutez, on va donc passer en revue les résultats de cette ENP qui s'est déroulée dans les établissements de toute la France et de la région Occitanie entre le mois de mai et de juin. Et je voudrais vraiment remercier Santé publique France et plus particulièrement comme Dagno qui était voilà, l'homme clé qui était aux manettes quand vous aviez vos difficultés de saisie avec Prévias et qui subissait lui aussi les défaillances de ce logiciel. Et donc, voilà, je voulais juste le remercier. Du coup, j'ai laissé dans ces diapos, vous le verrez, le bandeau de Santé publique France parce que ce sont vraiment leurs données, enfin les données qu'ils m'ont transmises que je vous expose. Voilà, donc c'était c'était la septième enquête nationale de prévalence réalisée en France. Oui, ça a commencé en 90. On a eu quelquefois un petit peu plus que 5 ans entre deux, mais normalement, c'est le rythme prévu. Voilà, donc les nouveautés qu'il y avait sur cette année, c'était effectivement de proposer une analyse sur l'ensemble des établissements de santé qui allaient participer. Le dernier audit, et on verra que c'est une des limites notamment régionale, pour nous comparer avec nos données de 2017. Les résultats nationaux 2017 ne prenaient que les établissements tirés au sort, alors que là, ils ont vraiment fait sur l'ensemble des établissements de santé participants, ce qui donne quand même plus de robustesse, en fait, hein, de solidité aux résultats qui sont exprimés, notamment quand on descend en dessous de l'échelon national. Il y avait une simplification des questionnaires. Bon, le questionnaire établissement, on avait enlevé quelques éléments, notamment le code postal. Pour ceux qui avaient fait l'enquête en 2017, c'était une sacrée problématique, là, de retrouver l'adresse du patient. Bon, voilà, il y a eu quelques petites simplifications sur le questionnaire établissement et sur les traitements anti-infectieux. Autre nouveauté quand même, c'est que effectivement, on était encore au moment de la pandémie Covid et donc les Covid nosocomiaux étaient comptabilisés et ont été ajoutés à la liste des sites infectieux. Bon, les objectifs de l'ENP, c'est toujours le même, hein, c'est effectivement de mesurer un jour donné, c'est la seule donnée quand même que l'on ait qui soit vraiment exhaustive sur les infections nosocomiales dans les établissements sanitaires et donc sur aussi des traitements anti-infectieux pour tous les patients prescrits aux patients, pardon, tous anti-infectieux prescrits, aux patients hospitalisés en France. Donc, c'est quand même une photographie à intenter que l'on a que tous les 5 ans et qui nous est précieux. Le but, c'est de décrire les infections recensées par type d'établissement, mais aussi en descendant par service, par site infectieux et d'en contrôler les micro-organismes concernés. Décrire les traitements anti-infectieux, donc ça, c'est le premier volet, c'est les infections. Le deuxième, c'est les traitements anti-infectieux avec quelles molécules, quelle famille et quelle grande catégorie d'indications, puisque pour les antibiotiques, on ne relevait pas seulement les traitements d'infection nosocomiale, mais aussi les traitements reçus pour des infections communautaires. Le but étant de vous mettre à disposition les données permettant d'évaluer la politique de lutte contre les infections nosocomiales au niveau des établissements et de sensibiliser de façon plus large vos équipes aux risques infectieux et à la consommation des antibiotiques à l'occasion de cette enquête qui en général les implique les correspondants dans les services. Donc, c'était un jour donné entre le 16 mai et le 30 juin. Il y a eu donc un plan de sondage qui a été effectué pour avoir une répartition, une stratification des établissements selon la région, la catégorie et la taille des établissements. Là, c'est dans un but comparatif aux années précédentes et pour pouvoir aussi participer et envoyer les enquêtes, nos données au niveau européen, au niveau de l'ECDC. Le recueil des données, il s'est fait avec des outils standardisés. On avait revu, je fais partie du groupe national,
Il n'y avait pas de grands changements hein, sur la définition des infections nosocomiales, mais il y a eu quelques précisions, notamment sur les origines des bactériémies. Le questionnaire a été construit. Et puis, il y a eu ce fameux outil de saisie qui n'a pas été sans difficulté. On vous demandait donc des données individuelles au niveau du patient, mais aussi des données agrégées au niveau de l'établissement, un questionnaire établissement. Et donc, c'est vous qui avez mis en œuvre le recueil et surtout dû travailler sur cette fichue saisie des données. Hein. Je n'étais pas moi à la saisie, mais on vous a eu beaucoup au téléphone à ce moment-là et on a su combien cette saisie avait été vraiment difficile et problématique. Et Santé publique France vraiment s'en excuse et a été voilà, eux aussi victimes de leur prestataire qui n'a pas été à la hauteur des enjeux et des engagements qu'il avait pris pour cette enquête. Donc, bon, ceci étant dit, ça n'a pas changé grand-chose à vous. Et donc, sur l'analyse de données, ben, c'est vrai que ça a mis du temps. Enfin, déjà, vous avez été, alors que vous avez dû saisir que tardivement et avec beaucoup de difficultés, et la mise à disposition du rapport établissement a été vraiment très tardif sur, certains ont pu le demander auparavant, ils le faisaient manuellement au niveau de Santé publique France. C'est pour ça que je me dis que comme Dagno, il a quand même bien bossé hein, et ils ont essayé de faire au mieux, mais ça a été très, très compliqué pour vous et on en est bien, bien conscient. Et parfois, vous avez eu les résultats en novembre ou décembre sur les rapports automatisés. Donc, les indicateurs principaux, ben, c'est la prévalence des patients infectés hein, et puis des patients traités par antibiotiques. Voilà, tous les résultats nationaux ont fait l'objet d'analyses univariées et multivariées qui donc prend en compte pardon, le plan de sondage et dans l'analyse multivariée les facteurs de risque des différents facteurs de risque pardon, sur les ajustements sur les caractéristiques du patient. Alors voilà pour tout ce qui était méthodologie. Donc on rentre un petit peu dans le cœur déjà des résultats. Alors qui a participé? Donc on a eu près de 1200 établissements, hein, 1155 établissements qui ont participé. C'est 42% de l'ensemble des établissements. Hein, ce n'est pas la base de sondage en fait. Hein, c'est 42% de tous les établissements qui sont référencés en France. Voilà. Le nombre de patients enquêtés était de 1151 676 patients, donc on a quand même une bonne photographie, hein, c'est pas sur. Et puis le nombre médian de patients qui ont été enquêtés par établissement était de 72. Voilà. Donc ça, c'est au niveau national. Si on voit ce qui se passe pour nous au niveau des établissements participants, on a eu 155 pardon, établissements participants. On en a 299 qui sont référencés. Donc on a une participation de 52%, une plus grande participation que la participation nationale. Et on représente 13% de l'effectif national, la région Occitanie. Si on regarde par rapport au tirage au sort, nous avions 60 établissements tirés au sort sur la région et 88%, enfin les 60 qui ont participé, pardon, représentent 88% de ceux qui étaient tirés au sort. Donc une très bonne participation, une très bonne adhésion des établissements. On a eu très peu de refus de la part des établissements participants. Et puis, se sont rajoutés, donc ça c'est quand même important, on voit bien que c'était important de les inclure dans l'analyse, 95 établissements non tirés au sort. Et donc c'est vrai que c'est vraiment c'est une bonne participation et ça donne un poids bien plus important aux résultats qu'on va avoir en région. Donc pour nous, ça faisait 16 388 patients. Et on représente à l'échelon national, tout à l'heure on représentait 13% des établissements, on représente 10% à peu près des patients inclus. On a un nombre médian qui est un petit peu en dessous, vous voyez, du chiffre national. C'était tout à l'heure 72 par établissement et là on est à 64. Voilà. Donc bonne participation, bravo à vous pour l'Occitanie. Si on regarde maintenant par différents types d'établissements, ben, on peut voir, alors on est en vert, nous, hein, tout le temps, vous verrez, le vert c'est l'espoir, je nous ai mis en vert.
Et puis, le niveau national est en bleu. Donc, on a eu moins de participation de CHR, CHU. Et par contre, plus de SSR. Hein. Donc, bon, voilà, on peut s'attendre effectivement, on pourrait s'attendre, on verra que ce n'est pas le cas, à une incidence plus faible du fait de ce biais de participation. Et ce n'est pas le cas. Je dévoile un petit peu les choses. Donc, ça, c'est qu'au niveau national. Hein, il y a chaque fois que vous voyez ces couleurs bleu et rouge, là, c'est enfin, ce bleu pétrole, là, c'est la comparaison 2017-2022 à l'échelon national. Donc, on avait des facteurs de risque plus importants entre les effectifs de ces 2 années, surtout au niveau des dispositifs invasifs. Hein, vous pouvez voir qu'on en avait donc 32,2% des patients qui étaient porteurs en 2017 et on est à près de 36% cette année, donc une progression importante. Plus de cathéters, notamment, de sondes urinaires aussi. Plus d'immunosuppression. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui peuvent aussi expliquer la progression qu'on a vue sur nos taux de prévalence. Maintenant, si on compare, du coup, là, vous repérez les couleurs, hein, vers l'Occitanie. Donc, on est en comparaison 2022 Occitanie versus résultats nationaux. On peut voir que globalement, on est assez proche, hein, de l'échantillon, avec un peu moins d'immunosuppression, mais par contre plus de pathologies sévères, peut-être en lien avec un âge plus important. Vous voyez, la première barre, c'était l'âge supérieur à 65 ans, mais avec plus de patients âgés. Donc, voilà. L'un dans l'autre, des données quand même assez comparables au niveau des caractéristiques patients. Donc là, ce sont que le niveau national qui est exprimé avec, pour les données sur le NP 2022. En haut, ce sont les prévalences des patients infectés et en dessous, la prévalence des infections, un petit peu plus haute, puisqu'un patient pouvait être porteur de 2 infections cette année. Donc, on va s'arrêter sur les deux se suivent de toute façon sur la prévalence des patients infectés, les premières données en haut, donc 5,71% de patients infectés. Et si on excluait les Covid, puisqu'on avait quand même ce changement cette année d'avoir des Covid, on est à 5,35%. Voilà. Le NP 2017 était à 4,98% et la différence en fait n'est pas significative parce que vous voyez que ce 5,35, alors je ne sais pas si tout le monde est bien habitué à ces intervalles de confiance à 95%, mais il faut savoir que si une valeur se situe à l'intérieur de cet intervalle de confiance, elle n'est pas statistiquement significativement différente. D'accord? Donc, vous voyez qu'en 2017, on avait 4,98 en prévalence, mais que l'intervalle de confiance était à 5,36, donc incluait finalement ce 5,35 que l'on obtient sans les Covid. Donc, finalement, c'est ce que vous avez exprimé sur la colonne de droite, hein, les évolutions dans le temps. Donc, on a eu une baisse entre 2001 et 2026, une baisse 2006, pardon, de 2006 à 2012. Ça a été stable jusqu'à 2017. En 2017 à 2022, ça a augmenté, mais en lien avec les Covid nosocomiaux. Si on exclut ces Covid, eh bien, on n'a pas de différence et on est stable. Hein. Donc, c'est sur ces critères-là que l'on peut l'analyser. Si du coup, on regarde ce qu'il en est en Occitanie, c'est tous les petits carrés bleus que j'ai rajoutés. Ben, vous pouvez voir que nous, par contre, on est au-dessus, 5,96, mais on reste tout juste dans l'intervalle de confiance, donc on n'a pas de différence significative avec le national. Là encore, au-dessus, 5,56 et on est juste dans la marge haute de la fourchette de l'intervalle de confiance. Et en 2017, par contre, on était en dessous. On était à 4,67. Enfin, on a une différence, par contre, du coup, qui est importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats régionaux d'Occitanie de 2017 reposent sur l'échantillon à l'époque qui était seulement de 60 établissements. Là, vous vous rappelez, c'est 155 établissements.
Donc, du coup, on a quand même voilà, des données difficilement comparables et on ne pourra pas aller très loin dans les interprétations des données régionales parce qu'on n'aura pas euh, entre 2017 et on n'a pas les mêmes populations. Du coup, on ne pourra pas comparer ces deux données. Bon, les prévalences des infections se suivent, c'est un petit peu au-dessus, hein, 6,06. Si on exclut les Covid nosocomiaux, on est à 5,66 et on était à 5,21. Donc, vous voyez, là, c'était un petit peu au-dessus sur la prévalence des infections. Donc là, vous avez la carte de prévalence de la France. Alors, on peut voir que ben, on n'est pas les pires, mais quand même, on est bien situé, hein. On est dans une bonne fourchette. Là, c'est tout patient confondu avec nos 5,96. Mais vous voyez, il y a au-dessus de nous, il y a Auvergne-Rhône-Alpes et puis il y a la région Grand Est et aussi la Normandie. Voilà. Et la Corse et les DOM. Voilà. Là, c'est la même chose, mais sans les Covid nosocomiaux. Donc, on descend à 5,56 au lieu de 5,96. Certaines régions comme Auvergne-Rhône-Alpes remontent, hein, voilà. Donc, on peut voir cette carte qui est quand même assez différente de la répartition régionale que l'on avait en 2017. Bon, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie restent assez bien placés, mais par exemple, l'Île-de-France cette année est en dessous des données qui étaient données en 2017. Donc ça, c'est la distribution, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un chiffre global sur la prévalence avec cet intervalle de confiance, on peut aussi regarder comment se répartissent les établissements en fonction de leur taux de prévalence. Et donc on définit le percentile 50 qui est la médiane en fait, hein. C'est la moitié des établissements sont en dessous de ce P50 là, et la moitié est au-dessus. Donc, il était en 2017 ce percentile 50 de 3,60, il est passé donc à 4,43. Et le percentile 75% d'établissements sont en dessous, est passé de 6,36 à 7,38. Et puis, on voit donc du coup vraiment un étalement vers la droite, hein, vers des taux de prévalence hauts que l'on n'avait pas sur 2017. Donc, sur la prévalence des patients infectés par type de séjour, donc là, vous avez le niveau national 2017-2022 en rouge et ici, nos taux à nous en vert avec le comparatif national. Du coup, le bleu, hein, c'est égal au rouge, là, 7,1, 7,1. Voilà, mais c'était intéressant d'avoir le parallèle. Globalement, on n'est pas très différent du niveau national. On est un petit peu en dessous en court séjour. Un petit peu au-dessus, non, pardon, un petit peu au-dessus en médecine, un petit peu en dessous en chirurgie. Vraiment, la grosse interrogation, c'est par rapport au service de réanimation. Et là, vous avez la répartition hein, de personnes de 25-64. On voit qu'on a quand même l'écart type est très grand, pardon. Et du coup, il y a vraiment des établissements qui sont très hauts hein, sur le taux d'infection en réa. Et il y aurait vraiment voilà, des choses à faire. On verra un petit peu dans la deuxième partie de la présentation ce qu'on peut faire des résultats au sein de son établissement et comment se comparer. Il y a quand même des choses qui seront sans doute à voir pour certains des participants au niveau des services de réa notamment. Donc ça, c'est vraiment voilà, la spécificité de ce comparatif annuel. Alors là, c'est la même chose, mais sans les Covid, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais on avait peut-être beaucoup de Covid hospitalisés. Ben non, c'est pas ça le problème. On a exactement le même écart, hein, avec la même problématique de valeur parfois très haute sur les infections en réanimation. Par contre, un peu moins en médecine, hein. Vous voyez qu'on avait tout à l'heure en médecine, c'était peut-être en partie 7,7 là par rapport à 6,8 et là on est à 7 par rapport à 6,8. Donc on a peut-être un peu gagné en médecine, mais pas en réa. Ça n'explique pas la réa. On a aussi un taux quand même aussi plus important en obstétrique. Voilà.
Là, ce sont les différents sites infectieux. Donc, avec le code couleur, vous avez compris que c'était national 2017 en bleu versus 2022. Donc, plus d'infections urinaires. Le palmarès a été un petit peu modifié. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà en poste. En 2017, les infections cytopératoires nous avaient surpris, étaient passées en deuxième position, alors que c'était toujours ce même ordre des années auparavant. Voilà, on est revenu à l'infection urinaire en pole position, les pneumonies et pneumopathies en deuxième, les infections cytopératoires en troisième position et quand même suivi d'assez près par les bactériémies qui ont quand même bien augmenté, on le voit ici. Donc, ces 4 sites représentent 70% des infections. Et si on exclut le Covid, même 75% des infections. Et le Covid représentait donc à peu près 6,6% en cette. Et donc, les seules données, bien sûr, étaient pour 2022. Donc, si on compare l'Occitanie avec le national, ben, on n'est pas loin, 70% des infections, même palmarès avec un peu plus d'infections urinaires. Là encore, hein, pas de manière significative, mais quand même, voilà, des choses à voir. Un peu moins d'infections cytopératoires, un peu moins de bactériémie et 7% des infections étaient des Covid nosocomiaux, donc un petit peu plus, mais voilà, rien de très significatif. En tout cas, toujours le même palmarès des premières. Des premières infections et donc des domaines importants de la prévention pour essayer de réduire ces taux de prévalence. Si on regarde la distribution des micro-organismes isolés d'infection, alors ces données, on les a qu'au niveau national, on ne les a pas eues au niveau régional, donc je ne pourrais pas vous les exprimer. Le trio de tête, c'est Escherichia coli, suivi de Staph doré, d'Enterococcus faecalis et de Pseudomonas aeruginosa. Là encore, un palmarès qui était comparable pour les années précédentes. 48%, ces 4 micro-organismes représentent 48% des micro-organismes, c'était 50 en 2017. Donc, bon, globalement, difficile de dire autre chose là-dessus. On verra que c'est plus sur les résistances bactériennes qu'on a des choses à dire que sur les espèces retrouvées. Sur les infections à Staph aureus résistant à la méticilline, hein, sur les données nationales, donc, puisque là aussi on n'a pas de données régionales, on peut voir qu'on a effectivement une diminution très importante, hein, quand même, entre le NP 2017 et le NP 2022 de l'incidence, enfin des pourcentages de résistance dans l'espèce, pardon, des pourcentages de micro-organismes retrouvés résistants dans l'enquête nationale de prévalence. Donc, on avait 26,5% des souches de SARM qui étaient résistantes, on n'en a plus que 15,8%, donc on a une baisse importante de cette résistance. Par contre, sur les entérocoques résistants ce sont des entérocoques fécalis qu'on a trouvé plus, mais les entérococcus faecium, hein, qui sont nos ERV, là, par contre, on a une diminution sur 2022. Et par contre, une augmentation des pseudomonas et de la résistance au carbapénème chez les pseudomonas. Voilà. Et avec des différences qui ne sont pas nécessairement significatives. Vous voyez, on est dans le bas de la fourchette d'intervalle de confiance de cette année. Mais donc, voilà, très clairement, on a un continuum des diminutions de prévalence de patients infectés à SARM. C'est assez comparable à l'incidence aux résultats de SPARES sur la diminution des incidences de Staph, de résistance de SARM. Voilà. OK, si là, on s'intéresse plutôt aux entérobactéries, et toujours au niveau national, je vous ai dit, ces données, elles sont accessibles qu'au niveau national. On peut voir que, vous voyez, c'est en vert, hein, les entérobactéries, on a une diminution
de pourcentage de résistance. Pareil pour les BLSE, diminution entre 2017 et 2022, donc c'est en vert, hein, vous l'avez, hop, on le voit, moins 24% sur les C3G, sur la résistance au C3G, et moins 28% sur les BLSE. Par contre, les carbabénèmes, on le voit, hein, c'est une nette augmentation, même si on est heureusement sur des taux, des pourcentages de résistance beaucoup plus faibles, on a quand même du coup une augmentation, vous voyez, qui est même de 319%. Donc, bon, c'est assez compréhensible et c'est le reflet aussi de ce qu'on peut voir à travers l'augmentation du signalement des BHRE. Hein. Donc, voilà, très, très clairement, ça se passe plutôt mieux et c'est aussi, là aussi, conforme avec les données que l'on a de SPARES. Hein. On a, après avoir eu un inversement des courbes entre SARM et BLSE, les BLSE commencent à redescendre, mais par contre, voilà, la résistance au carbapénème commence à échapper un peu avec là 2% quand même des souches qui étaient isolées, qui étaient résistantes. Si l'on compare à la prévalence des traitements maintenant antibiotiques, on en a fini avec les infections, qu'est-ce qui se passe au niveau des prescriptions antibiotiques? Donc, la prévalence des patients traités par antibiotiques pour cette année est de 16,24%. Donc, pour une augmentation par rapport à ce que l'on a pu avoir en 2017, hein, on est au-delà de l'intervalle de confiance. Donc, on a une augmentation. Et si on regarde où se passe cette augmentation, eh bien, on peut voir que c'est un petit peu sur tous les secteurs, hein, en médecine, en chirurgie, en obstétrique, mais pas en réanimation au niveau national. Et mais un peu augmentation en SSR aussi, en SLD. Donc, un petit peu dans toutes les spécialités, sauf en réanimation. Et globalement, donc, vous voyez, plus 6% de traitement antibiotique sur après ajustement sur les caractéristiques des patients. Donc, vraiment, l'analyse la plus fiable, la plus fiable possible, hein, nous montre qu'effectivement, après avoir eu entre 2012 et 2017 une diminution de prescription, on a une augmentation qui est bien plus importante que la diminution qu'on avait eue entre les deux derniers enquêtes de prévalence. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour l'Occitanie? Donc là, vous voyez toujours hein, notre vert bleu. Ben, on est à 16,47%, donc on reste pas très loin et on reste dans la fourchette de la prévalence nationale. On n'a pas de différence significative par rapport à l'ENP. Par contre, on était en dessous, hein, nous, à l'ENP 2017, avec toujours ce bémol, hein, ce biais que je vous ai exprimé sur la participation qui était que sur les tirés au sort, donc beaucoup moins fiable et solide au niveau statistique pour l'année 2017, l'ENP 2017. Si on regarde par service, eh ben on est un peu au-dessus en court séjour, en médecine, en chirurgie, en obstétrique, mais surtout en réanimation. Donc, ben, c'est assez logique puisqu'on avait vu qu'on avait plus d'infections. Il est assez logique qu'on ait plus de traitements. Donc, on voit qu'effectivement, là, on a vraiment des choses à regarder au niveau de nos réa. On le savait déjà par la consommation Consores, hein, par les données Consores, mais c'est complètement conforme et validé avec l'enquête nationale de prévalence. Elle était plus large quand même que ceux qui participent, bien que dans une bonne participation en Consores, je retire. Prévalence du coup des patients traités par région, eh bien, on peut voir qu'on se situe là encore pas dans le peloton de tête, hein, que c'est toujours on retrouve en Normandie et en région Grand Est, mais quand même avec ARA des niveaux assez importants, alors qu'on était plutôt dans les moindres prescripteurs sur la dernière enquête de prévalence. Quel était le contexte de cette prescription? Donc, au niveau national, on remarquait qu'il y avait plus cette année d'antibioprophylaxie médicale. Pour le reste, il y avait plutôt une diminution, non, une augmentation, pardon. Et une augmentation sur un peu tous les secteurs, que ce soit du communautaire. Et nous, au niveau Occitanie, on est un petit peu au-dessus du national. Au niveau des prescriptions d'origine, des prescriptions d'infection nosocomiale, ben là aussi, on est un petit peu au-dessus du national. Donc, c'était plus haut en 2022 et nous, on est plus haut que le niveau national. Donc, bon,
Voilà. Par contre, on ne relève pas cette augmentation de l'antiprophylaxie médicale. On a un petit peu plus de prophylaxie chirurgicale, mais c'est vraiment très faible. Voilà un peu sur ce descriptif. Qu'en est-il des molécules? Donc, au niveau national, un écart important, moins d'augmentin, plus de ceftriaxone, mais surtout beaucoup plus de pipetazo. Donc, il y a quand même un antibiotique à très large spectre avec une pression de sélection importante. Bon, plus d'amoxicilline, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus de cotrimoxazole. Voilà. Est-ce que c'est. Quel est le lien, mais voilà. Et puis quand même une forte régression des quinolones, ofloxacine ou ciprofloxacine entre donc au niveau national de 2017-2018. Donc, on avait avec 5 antibiotiques, 50% des molécules qui sont prescrites sont représentées par ces 5 molécules. Donc, c'est quand même aussi important. Qu'en est-il au niveau occitan? Eh ben, on a vu, pipetazo, c'était très augmenté en national par rapport à 2017. Eh ben, nous, on est encore plus prescripteur. Voilà, une grosse marge, un gros écart entre l'utilisation de pipetazo. Ça va avec nos infections en réa, ça va avec, enfin, c'est déjà quelque chose qu'on a relevé au niveau des analyses de données Consores. Donc, on a vraiment des choses quand même à regarder au niveau Occitanie. Et par contre, je ne l'ai pas souligné là, mais vous voyez, l'amoxicilline, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. On est nettement en dessous au niveau Occitanie. On sait quand même que l'amoxicilline, c'est la pression de sélection, c'est le spectre, sûrement le moins large de toutes les molécules qui sont ici présentes et avec des pressions de sélection moins importantes. Donc, voilà, c'est pas une bonne chose que d'en consommer moins. Voilà. Pour le céfotaxime, il vient en correspondance avec la ceftriaxone, c'est pas trop un problème. Mais par contre, vous voyez qu'en ofloxacine et Ciflox, c'était diminué au niveau national. Ben, nous, on diminue moins. Et donc, on est au-dessus des consommations. Ça aussi, c'est une problématique quand on connaît l'importance que peut représenter l'utilisation des quinolones dans l'émergence des BLSE, mais pas que, aussi des SARM, des staphylocoques résistants à la méticilline. Donc, il y a vraiment des choses qui doivent être étudiées et pour lesquelles on doit pouvoir compléter cette analyse de l'ENP, qui est une photographie à l'instant T, mais il y a des choses à aller regarder au niveau de nos spécificités occitanes. Voilà. Donc voilà, en synthèse, donc un patient sur 20, on disait avant, maintenant c'est un patient hospitalisé sur 18 qui présente au moins une infection nosocomiale au niveau national, mais en période de Covid. Un patient hospitalisé sur 6 reçoit un traitement antibiotique. Pour l'Occitanie, donc on se situe au-dessus de la moyenne nationale au niveau des infections, principalement en réanimation. Et donc, en mai-juin 2022, les Covid représentaient encore, on n'était pas encore complètement sorti de la problématique, on était encore, ça représentait le 5e site infectieux, donc ça a quand même perturbé notre enquête de prévalence. Entre 2017 et 2022, on a une stabilité de la prévalence des patients infectés si on exclut les Covid nosocomiaux. On a une augmentation, oui, je l'ai pas, je viens de me rendre compte en faisant la présentation que la diapo sur les facteurs de risque d'infection, ou si elle était peut-être au début, si, pardon, elle y était. Voilà. On avait plus de dispositifs invasifs voilà, plus d'immunodépression par rapport au niveau national entre 2017 et 2022. Du coup, ça pouvait. Nous, on n'a pas d'écart entre le national, mais par contre, entre 2017 et 2022, on peut expliquer pourquoi on a plus de bactériémie, parce qu'on a aussi plus de patients perfusés, plus de cathéters, voilà, plus d'exposition aux dispositifs invasifs, même sur le sol urinaire. Les infections à SARM et à entérobactéries C3G et BLSE ont diminué. Par contre, les infections avec les entérobactéries résistantes au carbapénem augmentent. Donc, c'est assez logique. Il n'y a pas que le portage qui augmente, il n'y a pas que le dépistage qui est positif, il y a des infections. Voilà. La prévalence des patients traités par antibiotiques augmente au niveau national et en Occitanie. Et en fait, ces résultats, ils sont tout à fait comparables avec ceux de la mission de surveillance PARES. Donc, ça montre aussi la fiabilité. Voilà. Donc, en conclusion, on n'a pas au niveau national, après l'étude de
d'élimination des écarts de facteurs de risque et d'exclusion des Covid nosocomiaux, il n'y a pas d'augmentation significative au niveau national. Il faut quand même être vigilant sur la consommation antibiotique et la résistance au carbapénem. C'est ce qu'on peut déduire de ces données. Donc ensuite, et après, on pourra passer aux questions. Je voulais rapidement vous dire, vous présenter cet outil qui a été élaboré par nos collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes associé en CPIAS et CRATB sur justement que faire des données de votre établissement par rapport aux résultats nationaux et qu'est-ce que vous pouvez, comment interpréter ces données-là. C'est vrai qu'en général, on dit toujours une enquête de prévalence, c'est une photo à l'instant T. On ne peut pas nécessairement en faire enfin voilà, c'est difficile de pouvoir en faire, de savoir quoi en faire. Et en même temps, on a mobilisé beaucoup d'énergie. Vous avez mobilisé beaucoup d'énergie et fait un gros travail. Et ça peut être important quand même de pouvoir présenter les résultats de votre établissement par rapport aux résultats nationaux et de voir ce qu'on peut en faire. Donc, vous avez cet outil qui vient d'être mis en ligne. Il est accessible. Vous avez le lien. Là, vous pourrez donc cliquer pour y accéder. Donc, ce document, il décline différents paragraphes. D'abord, il définit un peu les intérêts et les limites d'une enquête de prévalence, hein, ce que je disais un petit peu au départ. Hein. Donc, les intérêts, ils sont effectivement pédagogiques, vous l'avez vu, de sensibilisation, de faire connaître les définitions des infections associées aux soins, de vérifier la traçabilité dans les dossiers. Vous avez dû peut-être quelquefois galérer pour trouver des éléments. Il permet de mobiliser un petit peu tout le monde et puis quand même de donner une visibilité à l'EOH, à l'équipe qui est en charge de cette enquête. Il y a un intérêt descriptif quand même, quels étaient les patients ce jour-là, hospitalisés chez vous, les facteurs de risque, quelles étaient les infections, les traitements antibiotiques, voilà. De pouvoir identifier les types de spécialités à risque dans votre établissement. Et puis quand même de comparer avec les données nationales ou régionales, avec les limites que l'on pourra avoir. Et puis vous aussi, vous comparez dans le temps. Comment étiez-vous en 2017? Ou peut-être vous la faites tous les ans. Certains établissements le font tous les ans, enquête de prévalence, donc de pouvoir vous comparer. Mais la limite, c'est effectivement que quelquefois, c'est difficile de se comparer parce qu'on a des recrutements qui sont différents, même si on est pour des établissements de taille, si vous comparez bien à des CH de moins de temps de lit ou voilà, vous n'allez pas avoir nécessairement le même recrutement. Les ajustements sont impossibles, hein, c'est limité, les facteurs de risque, et puis vous n'aurez pas des analyses statistiques qui correspondent. Vous allez voir que vous avez un peu plus de ci, un peu moins de ça, mais voilà, il n'y a que l'échelon national qui peut faire les analyses statistiques pour nous donner les ajustements. C'est un caractère instantané, il y a un manque de reproductibilité, ça on le sait. Il n'y a pas de surveillance post-hospitalisation, donc pour les cliniques privées, enfin, cliniques ou CH, pardon, qui font de la chirurgie avec des durées de séjour qui sont de plus en plus courtes, ben, c'est très compliqué de pouvoir avoir un taux d'ISO par une enquête de prévalence, hein, très clairement. Les variations selon la saison et le jour de la semaine, même si on vous disait, enfin voilà, on évite de le faire en période épidémique, mais on voit bien qu'on avait quand même le Covid. Voilà. Et puis, vous avez plutôt choisi les jours de la semaine qui étaient le plus. En tout cas, ça vous a été demandé, mais enfin, il y a toujours, voilà, il y a toujours des choses qui peuvent être variables. La taille de la population enquêtée, hein, si vous avez très peu de lits, ben, vous aurez très peu de patients et donc ce sera vraiment une interprétation qui est parfois difficile, notamment pour descendre à l'échelon du service, qui serait donc la spécialité, qui serait quand même l'échelon le plus pertinent. Alors, deuxième partie de ce petit document, c'est comment comparer la prévalence des infections. Donc, du coup, ben, on peut se comparer à un taux national ou régional. Et en fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est de pouvoir comparer votre prévalence à vous par rapport à l'intervalle de confiance 95 qui est donné dans l'enquête de prévalence, dans les résultats. Et en fait, si vous êtes dans cette fourchette-là, par exemple, là, entre 5,45 et 5,99, vous êtes à 5,60, et ben, vous n'êtes pas en dessous, enfin, vous êtes en dessous du taux national, mais ça reste, voilà. Et si vous êtes à
à 5,90. Vous êtes au-dessus du taux moyen français, du taux national, pardon, mais vous restez dans l'intervalle de confiance. Donc, finalement, vous n'avez pas de différence significative. Voilà, donc ça, c'est explicité dans le document. Vous devez de la même façon comparer votre établissement et puis partie de séjour éventuellement selon quand même le nombre de patients que vous avez, mais vous pouvez comparer vos résultats de réanimation, de votre réanimation à l'échelon de réanimation nationale avec toujours cet intervalle de confiance qu'il vous faut prendre en compte pour vous dire que vous êtes dans les clous ou au-dessus ou en dessous. Voilà, et puis il y a aussi, pour ceux qui sont un petit peu habitués à cette représentation, les représentations des boîtes à moustaches ou des box plots. Ça, c'est pour montrer la répartition de tous les établissements, des prévalences pour l'ensemble des établissements. Donc, les CH et CHU, vous voyez, ils sont entre 0, il y en a qui n'en avaient pas du tout, et jusque euh, 16, 17, je sais pas, 17 sans doute, voilà. Et puis, bon, ben là, vous allez avoir des outliers qui sont positionnés. Et donc, vous pouvez voir si effectivement, là, c'est la médiane. Le percentile 75 est ici, 75% des établissements. Vous allez pouvoir vous positionner. Vous êtes un SSR. Est-ce que vous êtes plutôt en dessous, là, très bien, ou est-ce que vous êtes plutôt ici? Après, une fois de plus, hein, vous avez peut-être des explications par rapport à votre recrutement. Mais déjà, vous allez voir où vous vous situez. Continuons à comparer la prévalence des infections. Vous allez pouvoir les comparer selon le site anatomique. Hein, combien vous avez, vous, en infection urinaire, en pneumonie, etc., en ISO. Et puis, vous allez aussi devoir regarder la prévalence des patients infectés selon les facteurs de risque et l'exposition aux dispositifs invasifs qui vont pouvoir peut-être expliquer si vous avez plus de bactériémie, si vous êtes nettement au-dessus en termes de pourcentage de patients porteurs d'un cathéter, ben, ça peut expliquer aussi cet écart. Hein. Donc ça, c'est aussi des choses importantes à regarder. Et après, ben, si vous êtes trop haut ou trop bas, c'est-à-dire en dessous des intervalles de confiance, vous allez avoir un certain nombre d'étapes, quand même vérifier la validité des données saisies. Bon, c'est malheureux, mais des fois, c'est ce qui pêche. Hein. Est-ce qu'on a raté des infections? Est-ce qu'on a déclaré à tort des infections? Le dénominateur, les patients hospitalisés, est-ce qu'on a bien eu les bonnes données? Voilà, est-ce qu'il y a une bonne cohérence avec les données administratives? Si une fois que ça c'est fait, bon, mais c'était bon. Alors qu'est-ce qui peut s'expliquer? Éventuellement un contexte particulier. Donc je vous l'ai déjà dit en termes de facteurs de risque. Il peut y avoir aussi des évolutions d'activité. Par exemple, si vous comparez 2017, enfin, les résultats de 2017 à 2022, peut-être que votre durée moyenne de séjour elle a beaucoup évolué. Peut-être aussi les pathologies qui sont prises en charge ont évolué. Un nouveau praticien est arrivé, vous faites de l'onco-hémato, vous n'en faisiez pas. Là, c'est sûr que vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Et puis, rechercher éventuellement l'existence de cas groupés qui perturberaient finalement, parce qu'il y a un problème spécifique qui a été identifié, enfin, que vous avez investigué, et ça pourrait expliquer cette augmentation ou des épisodes, bien sûr, épidémiques. Et puis après, ben, il faut éventuellement se remettre en question. Si une fois qu'on a toutes les données sont bonnes et on n'a pas de contexte particulier qui explique cet écart, eh ben, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc, vous avez des pistes. Hein. Je vous renvoie aux documents. Mais par exemple, infection urinaire élevée, ben, est-ce qu'on on fait bien les prélèvements urinaires? Est-ce que vraiment on a une pertinence sur l'indication du sondage? Donc, est-ce qu'on a peut-être ça peut être trop de diagnostics, hein, des colonisations qui ont été déclarées en infection, l'indication du sondage, l'audit de maintien et de pose et d'utilisation de la sonde pour voir s'il y a un problème dans la gestion. Bactériémie élevée, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais quand même, la première chose qui doit tilter chez vous, c'est quand même l'existence d'un dispositif intravasculaire et de pouvoir éventuellement travailler sur un audit de pose ou d'utilisation des voies, qui soit, par exemple, l'audit proposé par SPIADI. Voilà, vérifier les indices de maintien, la durée de maintien, etc. Et sur les ISO élevés, ben, pouvoir se dire, ben, tiens, est-ce que vraiment on est bon sur l'antibioprophylaxie, la préparation de l'opéré? Là aussi, vous avez des audits SPICMI qui sont proposés. Vous pouvez vous dire, ben, quand même, j'ai eu beaucoup d'ISO, je vais peut-être faire la surveillance SPICMI, je vais essayer de pouvoir aller vérifier si en incidence, j'ai vraiment un souci. Et donc, voilà.
Il y a éventuellement aussi la demande de réaliser une visite de risque au bloc opératoire au CEPIAS ou la réaliser vous-même si vous préférez ne pas pas faire appel à nous. Mais sinon, sachez qu'éventuellement, on reste disponible pour vous, bien qu'on en ait de plus en plus et qu'on soit pas mal sollicité, mais il ne faut pas hésiter. Voilà, et puis bon, c'était un copier-coller malheureux. Et puis sur la prévalence élevée des anti-infectieux, ben, c'est pareil. Hein, en fait, à part que vous allez y associer quand même votre référent antibiotique ou vos infectiologues, et puis qu'il va falloir faire des rencontres avec les prescripteurs pour leur montrer. Mais c'est pareil, vous allez regarder la prévalence. Après, en France, la prévalence de patients traités, les prévalences de traitement, avec plusieurs traitements, plusieurs molécules possibles. Selon le type de séjour, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, on pourra aussi s'intéresser effectivement aux familles et même aux molécules antibiotiques pour voir s'il y a aussi des causes de changement de traitement et les motifs de changement. Donc, tout ça va pouvoir, motifs de changement, c'est des escalades versus des escalades. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent vous être utiles. Et donc, ce document va vous aider à voir ce que vous pouvez faire suite à ce travail que vous avez réalisé et la sortie donc des résultats que je vous ai exposés, nationaux ou régionaux. Voilà. Et donc, là, c'était des actions complémentaires pour les prévalences élevées en anti-infectieux, quelques pistes pour essayer de réaliser des audits d'antiprophylaxie, vérifier les consommations avec une participation à la surveillance SPARES dès qu'on aura un remplacement à l'outil Consores, puisque pour l'instant, nous n'en avons pas. Voilà, donc un grand remerciement à tous les établissements qui ont réalisé cette enquête nationale de prévalence et puis à Santé publique France pour cette analyse qu'ils nous ont communiquée. Et puis, je vais arrêter du coup mon partage pour pouvoir passer peut-être à quelques questions. Hein. Je suis désolée, c'était un long monologue. Vous avez la possibilité de remettre votre micro si vous souhaitez poser une question ou vous levez la main, enfin, comme vous voulez. Vous pouvez y aller si vous avez des questions par rapport à cet exposé et à l'analyse que vous pouvez en faire. Oui, Marianne, tu peux, je pense, activer ton… Voilà, bonjour. En fait, c'est pas Marianne, c'est Anne Loté, mais j'ai eu un problème de… Mais c'est pas grave, merci. Et parce que justement, j'ai eu un problème de connexion. Alors, c'est peut-être un point que tu as abordé au tout début, mais c'était quand je n'arrivais pas à me connecter. Quand on avait discuté dans la méthodologie avant le lancement de l'enquête, de ce qui me choquait, moi, à l'époque, qui était de considérer comme porteur de 2 infections quelqu'un qui avait une bactériémie, de compter la bactériémie et l'infection liée au cathéter, par exemple. Et je trouvais ça que ça risquait d'augmenter de façon un petit peu non cliniquement significative la prévalence des infections. C'est la même, c'est l'infection de la bactériémie liée au cathéter, c'est une bactériémie avec une infection sur un cathéter, mais il y avait un consensus pour compter que ça faisait 2 infections différentes. À moins que j'ai vraiment très, très mal compris. Donc, moi, je sais pour l'avoir fait, on fait certainement dans mon établissement partie des outliers les plus, avec une prévalence absolument phénoménale. Et je me demande dans quelle mesure, est-ce que vous avez eu des retours de ça? Est-ce qu'il y a pu y avoir une analyse fine pour savoir si ce double recensement, en quelque sorte, peut avoir influencé les résultats? Parce que de mémoire, ce n'était pas le cas dans les enquêtes précédentes. Si, c'était le cas aussi. C'est ce que j'allais te dire. C'était le cas dans les enquêtes précédentes. Donc, on a toujours eu cette double… s'il y avait une bactériémie, on cotait la bactériémie. S'il y avait une infection, l'origine de la bactériémie avec l'origine du cathéter et l'infection sur le cathéter était… Mais là, je n'ai pas les données. Par contre, donc pour l'instant, on n'a eu qu'un rapport synthétique des résultats. Au niveau national, il y aura un rapport détaillé et je peux faire remonter pour voir si on est en capacité, je pense qu'au niveau informatique, ils sont en capacité de le faire, au niveau de Prévias, de pouvoir voir ce qu'ils ont et d'éliminer ce biais que tu soulèves en voyant combien vraiment de patients ont eu les deux côtés
et si on n'en votait qu'un, du coup, voir la différence. Mais c'était la même, un des raisonnements, c'était de dire que c'était la même chose en 2017. D'accord, alors c'était probablement, en ce qui me concerne, vu que je ne l'avais pas appliqué de cette manière-là en 2017, peut-être que j'ai une explication à ma propre augmentation. Et l'autre point que ça, par contre, tu dois pouvoir le regarder, effectivement, hein, par rapport à tes facteurs de risque aussi. Je vais regarder dans le détail. L'autre point que je voulais soulever, pareil sur une expérience personnelle, c'est que, par exemple, on a une unité de soins continus ou de réanimation dans laquelle il y avait des patients qui avaient eu un Covid, étaient encore là 3 mois plus tard parce qu'ils avaient enchaîné, ils avaient fait des durées de séjour monstrueuses, et le jour de l'enquête de prévalence, n'étaient plus infectés de leur Covid, mais ils avaient une autre infection associée aux soins, et avec évidemment une corrélation forte entre la durée de séjour très longue et les comorbidités. Et là, c'est pareil. Quand on retire le Covid comme cause d'infection, on a les taux qu'on a, parce qu'effectivement, mais est-ce qu'il y a moyen au niveau national de voir combien, si c'est possible, hein, je pense que ça n'a pas été recueilli, donc c'est peut-être… Non, je pense Moi, pas. je sais que parmi mes infections de réa, qui sont nombreuses, c'était des patients qui faisaient des enchaînements catastrophiques de réanimation, mais dont le motif initial d'hospitalisation, c'était le Covid quand même. Et avec des patients qui sont beaucoup plus fragiles, comme on sait, qui vont faire les aspergilloses, les machins comme ça. Et donc, voilà, je veux savoir si tu avais des retours sur d'autres réanimations pour expliquer cette augmentation des taux. En tout cas, on n'a pas relevé, hein, on n'a pas relevé ça. Ouais. Donc, effectivement, ceci dit, au niveau national, moi, tu vois, je veux bien qu'on explique toujours nos écarts, mais il y avait les mêmes patients au niveau national. Or, les augmentations en réa au niveau national n'existent pas. C'est sur l'Occitanie où on a ce delta entre le national 2022 et tu vois. Ça fait partie de ce que j'ai manqué, donc, parce que j'ai vu qu'en Occitanie, on a un delta par rapport au national, mais je pensais qu'il y avait une augmentation entre 2017 et 2022 aussi au niveau national. Non, notamment en réa, ça a un peu diminué entre 2017 et 2022. Sauf chez nous. Donc voilà. Après, on ne relevait que les Covid actifs, hein, Covid nosocomiaux. Oui, on est bien d'accord. Récemment. Donc effectivement, les antécédents de Covid ne sont pas dans les facteurs de risque, ce qui pourrait effectivement expliquer ça. Mais voilà, j'ai quand même envie de dire, il se passe quand même quelque chose chez nous qui ne s'est pas passé au niveau national. Donc, et vous avez un début d'explication Non, mais c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans les surveillances. Alors, pas à Spiadi, parce qu'il y a très peu de réa qui participent et que les résultats régionaux sont pas facilement accessibles et très fiables parce qu'on n'a pas beaucoup de réa. Mais par contre, on l'a sur Consores. Très clairement, les prescriptions antibiotiques en réa sont nettement supérieures. Donc, ça c'est corroboré. Alors, on peut dire que c'est en lien avec des infections, hein. Enfin, sur l'enquête nationale de prévalence, une fois de plus, comme tu dis, il y a quand même un jour donné une photographie. Il faudra aller voir. En tout cas, voilà, j'incite grandement. Alors, je sais que cette surveillance est pas toujours simple à mettre en œuvre, hein, la surveillance PADI en réanimation. Mais c'est sûr que ça peut donner des éléments. J'espère qu'elle va s'améliorer, hein, voilà, on ne va pas rentrer dans cette discussion, ce serait long, mais normalement, en tout cas, le deuxième, comment on dit, le deuxième mandat de Spiadi, ils se sont engagés justement à l'élaboration des rapports automatisés par établissement et qui soient simplifiés. Donc, j'espère qu'on aura des éléments pour permettre plus facilement, enfin, voilà, il y a la surveillance, mais il y a le rendu des résultats aussi qui pose vraiment problème sur Spiadi. Et en tout cas, j'espère que ça évoluera et qu'on aura plus de… Enfin, je sais en tout cas, il faudrait corroborer cette enquête par de l'incidence pour voir effectivement s'il se passe quelque chose sur la réanimation et si ça vient, voilà, s'il y a des choses à faire en matière de prévention. Voilà, c'était peut-être aussi, hein, ce qu'on dit, c'est un jour donné, bon, voilà, mais une fois de plus, c'est corroboré avec nos consommations antibiotiques. Donc, c'est peut-être pas parce qu'ils ont la main plus lourde, c'est peut-être parce qu'il y a plus d'infections. Enfin, voilà. C'est ça, mais il faut qu'on aille dans le détail. Mais merci pour cette restitution.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous incite à les télécharger. Vous aurez donc le diaporama, on va le mettre, on aura l'enregistrement, mais aussi le diaporama. Anne, si à un moment, tu pourras écouter le début si tu veux, ou récupérer les diapos. Voilà, faut pas hésiter à les comparer, à pouvoir présenter vos taux à vous, et puis avec justement ce petit document d'Auvergne-Rhône-Alpes qui peut vous aider quand même à l'interprétation, et puis vous pourrez revenir vers nous, vers moi aussi si besoin pour l'analyse de vos données ou vos présentations à vos équipes. Voilà, c'est bien d'en faire quelque chose quand même, de pouvoir, même avec les limites que l'on dit dans l'interprétation, bon voilà, ça peut être intéressant à faire. Moi, j'avoue avoir été sollicitée par Auvergne-Rhône-Alpes pour travailler ce document. Et je dis, oh, pour les établissements, c'est surtout, enfin voilà, je ne sais pas, c'est très utile. Et en fait, ils ont eu raison de le faire parce que quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était quand même très, très utile. Et c'est un bon guide pour vous permettre d'analyser et de comparer vos résultats avec les limites d'une enquête de prévalence, hein, qui sont bien identifiées, je trouve. Oui, c'est très pédagogique. Après, quand on est en dehors de tous les clous et qu'on sort des intervalles de confiance, malheureusement, ça nous aide, ça ne nous dispense pas d'aller voir dans le Oui, détail. oui, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. D'autres, on va arriver au terme, mais on peut donner 5 minutes. Hein, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous savez qu'on va avoir pour l'enquête nationale en 2024, l'enquête nationale de prévalence pour les EHPAD qui va être lancée. Donc peut-être que certains d'entre vous qui ont des lits d'EHPAD seront aussi à nouveau sollicités. Hein. Je vous incite, pareil, hein, il y aura alors l'outil sera le même, mais une fois à la fin de la période, l'outil était performant. Donc ça y est, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de bug de saisie, il n'y a plus de déconnexion, il n'y a plus. Voilà. Donc voilà, faudra. Ne vous affolez pas si vous voyez arriver Prévia, c'est le même outil qui vous a posé tant de difficultés. Ne vous découragez pas en disant non, mais je ne fais pas l'enquête sur les d'EHPAD parce que vraiment, ce n'est pas possible. Voilà. Ces problèmes-là ont été résolus et Santé publique France s'engage à ce que ça fonctionne bien. Il y aura toujours quand même la connexion et puis le code là, de renvoyer sur les portables. Ça, je sais que ça a été vraiment aussi une difficulté. Et malheureusement, c'est imposé par le RGPD pour être sûr de la personne qui se connecte avec son code voilà, pour entrer des données patients. Et donc, ça restera. Mais pour le reste, voilà, c'est résolu en termes de fiabilité et de facilité de saisie et tout simplement que ça marche et d'avoir un rapport accessible dès la fin de la saisie, ce qui n'était pas du tout le cas et qui a été très long pour cette enquête 2022. Donc, ce sera mai-juin 2024. On réalisera des formations comme on l'a fait, enfin comme moi je l'avais fait pour le NP, ce sera fait par Sandrine Canoë qui elle participe au groupe de travail sur l'enquête de prévalence en EHPAD, puisque c'est elle qui est en charge du secteur médico-social, plus particulièrement au CEPIAS. Pas de questions? Pas de main levée? C'est clair? Écoutez, vous retrouverez donc, comme je vous l'ai dit, le lien vers l'enregistrement et les diaporamas, et le diaporama présenté sur le site du CEPIAS. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on va se dire au revoir. Bonne continuation. Merci à vous de vous être connectés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.